bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Je m'appelle Caroline Ball, j'ai 23 ans, donc en ce moment-là je suis à Paris parce que je fais une thèse à l'école polytechnique, donc une thèse en physique, et puis je navigue régulièrement en Bretagne cette année. La première fois sur un bateau, c'était quand pour toi ? Moi j'ai commencé quand j'étais toute petite, mais plutôt pour m'amuser, donc c'est-à-dire que ma mère était fan de croisière, on habitait en Pologne, je suis à moitié polonaise, ma mère est polonaise, mon père est français, et donc j'ai habité là-bas pendant 18 ans. Et on allait régulièrement dans les Masuries. Donc c'est un très grand complexe de lacs. C'est les plus grands lacs d'Europe de manière interconnectée en général. Et donc on allait régulièrement là-bas en week-end pour se faire des petites balades, des croisières parfois plus longues aussi. C'était super agréable, mais bon, ça n'avait rien à voir avec la compétition. D'accord. Et donc c'était du voilier habitable. Vous passiez plusieurs jours dessus, etc. D'accord. Ouais. Et donc quel était ton rôle toi sur ce bateau ? Moi, j'ai eu un peu tous les rôles. Quand j'ai commencé, j'avais peut-être 4 ans, donc je regardais, je tirais sur les bouts, je sais ce qu'on me disait de faire, puis j'ai un petit peu barré, j'ai réglé les voiles, j'ai fait un petit peu de tout, petit à petit, en fonction des années. Ok, donc 4 ans et plutôt voile de croisière. Alors après, qu'est-ce que tu as fait des formations du coup, ou c'était vraiment juste l'apprentissage via ce bateau familial, ou est-ce que tu as eu des cours particuliers ou... En fait, j'ai commencé vraiment, j'ai découvert la voile comme ça, mais j'ai ensuite vraiment appris, disons, les premiers cours que j'ai suivis, c'était de manière assez amusante, c'était en fait en Auvergne, donc rien à voir avec la mer. D'accord, ok. Mes grands-parents habitent là-bas, et il y avait un petit lac, donc je passais mes étés là-bas avec ma sœur, et puis on a découvert en fait qu'il y avait des stages auxquels on pouvait avoir... il y avait des stages, donc on a commencé à faire de l'optimisme là-bas pendant les étés, puis du catamaran, différentes choses. Donc c'est assez drôle de se dire que j'ai commencé la voile en Auvergne, mais finalement ça m'a bien plu. Donc là j'avais peut-être 6 ans quand j'ai commencé là-bas, et ça m'a vraiment plu, et j'ai continué en rentrant en Pologne quand j'étais un peu plus âgée, peut-être à 8 ans. J'ai continué avec le laser, donc là j'en ai fait plus régulièrement les week-ends. Puis donc là, on avait un coach, on s'est parti d'un club dans un lac, peut-être à 1 heure de Varsovie. On habite à Varsovie. D'accord. Et petit à petit, j'ai continué. Ensuite, je suis devenue monitrice de voile. Donc, j'ai continué à la fin du lycée, au début de mes études. Je faisais ça les étés pour gagner un peu d'argent. Et ensuite, je suis arrivée au Royaume-Uni, où j'ai fait mes études d'ingénieur. Et là, j'ai commencé à vraiment régater. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup régaté, quoi. D'accord. Donc, un sacré parcours, là, déjà très, très international. Pologne, Angleterre, France. Donc, beaucoup de cultures de voile différentes, tu dirais. Est-ce que tu vois des différences de culture entre par exemple, la Pologne, l'Angleterre et la France? Ou c'est la même façon d'aborder les choses? Comment Je pense que c'est assez différent. Ouais. En Pologne, j'étais plus jeune, donc c'est plus difficile de comparer, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Pologne, on naviguait pas l'hiver. Les lacs étaient gelés. Même la mer Baltique peut geler, en fait, l'hiver. Donc, les Polonais, souvent, font de l'iceboat l'hiver. Donc, c'est un peu... c'est quoi ça, l'iceboat? Donc, c'est un peu comme le char à voile. Enfin, c'est du char à glace, en fait. C'est du char à voile sur la glace. Donc, t'as une voile et c'est sur des roues, alors, du coup? C'est sur des patins. Sur des patins, sur des patins. Voilà, donc c'est assez différent, puis ça peut aller très vite, vu qu'il y a moins de friction, il y a pas la friction de l'eau, ça va vraiment très très vite. C'est intéressant, c'est totalement différent. Après, oui, donc ça c'était la Pologne. Ensuite, au Royaume-Uni, je pense que les Anglais sont très tournés voile légère,
Donc j'en ai vraiment fait beaucoup là-bas. Et puis la France, ce qui est important, c'est la course au large surtout en fait. Donc c'est deux axes qui sont assez différents, je pense. Donc, oui, donc c'est pour ça que quand j'étais au Royaume-Uni, j'ai vraiment fait beaucoup de voiles légères, j'ai beaucoup régaté là-dessus. Et puis c'est en arrivant en France que j'ai lancé mon premier projet de course au large. D'accord. On va y venir à ce projet-là. Alors comme moi, je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et je vois que tu fais beaucoup de foil en fait. Hein. Tu navigues beaucoup avec des engins à foil. Et comment tu es venu à cette éco qui est plutôt, on va dire, quand même récente. Enfin, j'en sais rien. Elle est récente sur les gros bateaux de type IMOCA, etc. Mais sur, je sais pas. Je connais pas plus que ça. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces foils là, de ce que tu fais exactement en ce moment là dans tes compétitions? Bien sûr. C'est en finissant en fait mes études au Royaume-Uni que je me suis rendu compte. Donc, je naviguais surtout en équipage là-bas. Je me suis rendu compte qu'en arrivant en France, mais il va falloir changer de mode de fonctionnement. Je connaissais personne en France. Ça aurait été plus compliqué pour trouver un équipier. Et il y avait ces foils que j'observais depuis quelques années qui commençaient vraiment à m'intriguer. Et puis, j'avais vraiment envie de me lancer, mais bon, j'osais pas trop avant. Et là, je me suis dit, bon, j'ai fini mes études. J'ai travaillé pas mal l'été, donc j'ai un peu d'argent de côté. Pourquoi pas me lancer? Donc, j'ai acheté mon premier motte international l'été de l'année dernière. Donc, l'été 2020. Et là, c'était vraiment une révélation. J'ai adoré. C'était un Blade Rider que j'ai acheté au début. Donc, c'est l'ancienne version du Mach 2. Donc, c'est le bateau c'est un bateau australien, mais qui navigue presque plus. On a vraiment plus beaucoup là sur le circuit. Donc, le même constructeur a ensuite sorti le Mach 2, qui est un bateau très utilisé en ce moment. Et donc, moi, j'ai acheté ça parce que c'était moins cher et donc plus accessible pour une étudiante comme moi. C'était très difficile au début d'apprendre à naviguer sur les foils toute seule. Donc c'est en solo. C'est un bateau solo ou tu peux être... C'est un bateau solo. D'accord. Donc c'est un bateau solo. Donc c'est le bateau, le dériveur le plus rapide du monde en fait, le motte. Ah oh, ok. Voilà, donc on peut aller à des vitesses de 30 nœuds. Ok. Ça va très très vite. Oui, effectivement. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir comme vitesse sur un voilier, effectivement. Non, pas du tout. À part les ultimes maintenant dont on entend parler souvent, mais ouais, ok. C'est ça qui m'a attiré en fait, c'est que c'est un bateau petit, très léger, donc facile à emmener avec soi un peu partout, et qui va très vite, donc énormément d'adrénaline. Et solitaire, donc je peux en faire quand je veux, où je veux. Je suis indépendante. Donc il est avec toi là, tu es en France actuellement, comme tu disais, et donc il est avec toi le bateau là? Oui, mais du coup c'est plus le même. Tu en fais où du coup? Donc là j'ai changé plusieurs fois de bateau. L'histoire est un peu compliquée, mais c'est vrai, je pense que c'est une belle histoire que là j'ai fait en une année. Et je navigue surtout à Quiberon. Donc j'ai laissé le bateau à l'école nationale de voile et je fais régulièrement des week-ends là-bas pour naviguer avec les autres Français qui en font. D'accord. En une année, je suis notamment devenue la trésorière de la classe française. D'accord. Donc j'aide à l'organisation des entraînements, des régates, tout ça. Puis on a quand même pas mal de personnes en France qui naviguent et régatent ensemble, donc c'est vraiment bien. On a une belle équipe pour s'entraîner ensemble et partir ensemble en compétition, c'est génial. Et puis Quiberon, j'imagine, c'est un bon spot pour ce type de bateau là. C'est quand même relativement protégé et tu peux, j'imagine, faire de belles pointes de vitesse là-bas. Oui, c'est vraiment génial là-bas. On a souvent un plan d'eau vraiment plat avec pas mal de vent. Je pense que c'est un des meilleurs spots pour en faire. C'est vraiment bien pour s'entraîner. D'accord. Donc tu parles de la classe là, donc de ce type de bateau-là. Donc il y a une classe et il y a une espèce de compétition sur l'année autour de ces bateaux-là. C'est ça. Donc en fait chaque type de bateau en quelque sorte a sa classe. Donc c'est une association qui réunit toutes les personnes qui naviguent sur ce type de bateau. Et il y en a une par pays en général, et puis il y a une classe internationale. Donc moi je fais partie de la classe française, mais aussi du coup forcément de la classe internationale. Donc au niveau français, on organise différentes compétitions en France et différents entraînements. Donc on réunit un peu tous ceux qui naviguent sur ce type de bateau pour progresser ensemble. On organise aussi le national, ce genre de choses. Et ensuite, on part ensemble en régate à l'international. Et donc, des compétitions comme la Coupe du Monde, c'est organisé par la classe internationale, du coup. D'accord. Et alors, t'es allé jusqu'où, là, pour faire cette compétition?
Je suis allée en Italie cette année. C'était pas très loin. On a eu de la D'accord. chance. C'était au lac En de Europe. Garde. Ça allait encore. Mais l'année prochaine, ce sera en Argentine. Donc Waouh. là, ça va être un petit challenge pour emmener le bateau. Ouais. Mais bon, ça fera de belles vacances après, je pense. Mais tu seras pas seule, j'imagine, pas la seule française. Il va y avoir d'autres, d'autres Oui, on participants. est Donc vous allez plusieurs. organiser quelque chose, un convoyage, j'imagine, Oui, par avion, par bateau. je pense qu'on va mettre tous les bateaux dans un conteneur et les Ouais. envoyer ensemble. Waouh, super. Et c'est quand ça en Argentine l'an prochain? C'est quelle période de l'année? Ce sera en novembre. Parce que comme c'est l'hémisphère sud, c'est forcément leur été. L'été, Donc, ouais, c'est pour effectivement. ça. Cette année, D'accord. c'était en septembre. Là, Ok. Et alors, tu as participé cette année en Italie, ça s'est bien passé? Moi, je suis très contente. Parce que du coup, c'était ma première année. En fait, ça a clôturé vraiment la première année de mode pour moi. C'est un bateau très technique et vraiment très difficile où les meilleurs navigateurs du monde en fait en ont un à chaque fois. Donc D'accord. je pense que c'est la oui. Donc c'est la classe qui a le plus de champions olympiques ou de personnes qui ont participé aux Jeux olympiques et à la Coupe de l'Amérique. Donc c'est vraiment Waouh. un milieu très prestigieux. Donc très difficile, de très haut niveau. Donc moi je suis super contente même d'y être allée. Bon, mon score était forcément moyen, comme ça fait qu'1 an que j'en fais, mais je trouve que j'ai énormément progressé. J'ai pu naviguer avec des personnes vraiment fortes et puis qui m'ont beaucoup aidé. Tout le monde est super ouvert. Ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce milieu, c'est que tout le monde s'entraide. Donc il peut y avoir un Cecco Bruni qui revient de la coupe sur le Narossa, qui vient te voir et qui te propose de l'aide sur ton bateau ou te questionne, ce genre de choses. Puis pareil avec Slingsby, enfin toutes ces personnes-là, enfin c'est vraiment des personnes très très fortes et pourtant qui te parlent comme si c'était l'un d'eux. Donc c'est très vraiment ouverte. génial. Ok. Et tu dirais que si tu maîtrises ce type de bateau, tu maîtrises tout le reste ou... Parce que ça a l'air tellement compliqué. Là, les images que tu postais, c'était. Je me dis, mais comment on fait pour tenir sur un truc pareil? Mais donc, ouais, vu en plus que ni le plateau dont tu me parles, là, j'ai l'impression qu'effectivement c'est très relevé. Du coup, c'est un gage de voilà, je maîtrise ce bateau-là, je maîtrise tout le reste, quoi. En gros, ou pas? Je pense que pas forcément, parce que c'est quand même un bateau très différent. Je dirais, si on maîtrise le mode, on se débrouillera très bien en voile légère, parce que ça reste quand même un dériveur. Donc toute la partie météo, stratégie offshore, ce genre de choses, on l'aura forcément pas en fait. C'est quand même, ça reste des courses à la journée, des manches qui font des manches en banane qui font 30 minutes à chaque fois et qu'on répète. Donc ça reste quand même de la voile légère, mais effectivement c'est un bateau très technique. Oui, qui demande beaucoup de physique, d'endurance, de réflexion, de technique, un peu de tout. Donc, je pense effectivement que quand on est bon en motte, on sera bon sur la plupart des bateaux en voile légère. D'accord. Et alors le lac de Garde là, c'était pas trop compliqué là. Moi, je le connais pas, hein, j'ai jamais navigué dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'effets de site sur ce type de plan d'eau là, avec les montagnes tout autour? Si. Si, c'est un peu compliqué. Non? C'est un plan d'eau qui est très très spécifique. Donc quand on regarde par exemple sur Windy ou sur d'autres manières de regarder le vent, normalement ça marche pas. En fait, faut juste connaître le plan d'eau. Donc c'est toujours pareil. Donc il y a 2 types de vent. Il y a le Pellaire le matin et l'Ora l'après-midi. D'accord. En fait, ça se forme en fonction des montagnes. Effectivement, c'est lié à des effets de site. Mais quand on connaît le lieu, en réalité, c'est très simple pour pouvoir naviguer. C'est toujours pareil. Donc, le matin, on a le Pellaire. Puis, il y a une pause. Entre 11h et midi, le vent tombe. Il n'y a plus rien. Donc, il ne faut pas se retrouver au milieu du lac. Et ça peut vraiment tomber d'une minute à l'autre. Il peut y avoir 25 nœuds et d'un coup, pouf, 0. Donc, il faut connaître l'endroit. Et puis, l'après-midi, à partir de 13h, ça remonte. Donc, c'est vraiment réglé de manière... Et c'est des vents de direction différente, Exactement. D'accord. Donc, le Pellaire, c'est un vent du nord. L'Ora, c'est un vent du sud. Donc, en fonction de l'endroit où on se trouve sur le lac, on aura plus ou moins de vagues aussi. Si on est plus proche. Donc, en fonction de si l'eau a eu le temps de se former, quoi. Enfin, le lac a eu le temps de former des vagues ou pas. Donc, il faut connaître le site. Après, je pense que c'est vraiment assez prévisible. Et pareil au niveau du lac, en fait, là où on a nos régates à Malcesine,
il faut toujours aller à gauche. Il y a toujours plus de vent. Avec l'effet de site, c'est plus abrité, donc il y a moins de vagues, mais il y a aussi plus de vent avec l'effet de site. Donc en réalité, c'est super simple. Pour tracer des manches, il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir. Il suffit juste de connaître le lac. Donc bon, moi j'étais déjà allée avant. Je pense que tu connaissais un peu l'endroit, donc tu savais. Mais j'imagine que vous êtes bien briefé aussi sur ce genre de choses lorsque vous avez une régate qui commence, j'imagine. Oui, surtout qu'avant le mondial, là, on a eu un entraînement avec les filles qui font du MOT dans le monde entier. Donc c'est la classe internationale qui a organisé une semaine, tout frais payé, pour les femmes qui naviguent en MOT. D'accord. Ça relève de l'exception ou... Oui, c'était la première fois que ça arrivait. D'accord. C'est vraiment génial. C'est parce qu'il y a très peu de femmes en fait dans ce milieu. On était 12 là à cette Coupe du Monde sur 144 coureurs. Donc vraiment peu. Okay. Et ils aimeraient qu'il y en ait de plus en plus. Et donc ils voudraient faire monter le niveau et puis inciter à encourager les femmes à venir. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont organisé cette semaine. Et en fait, on a vraiment bien progressé. On avait un coach qui était local, qui connaissait vraiment le plan d'eau, qui nous a bien expliqué les effets de site, qui nous a aussi aidé de manière technique. Enfin, génial. Je pense qu'on a toutes bien avancé. Et puis les filles qui étaient là avaient vraiment un très haut niveau, quoi. C'était génial. Pour moi, c'était super. Et elles venaient de quels horizons d'Europe ou du monde entier? Il y avait pas mal d'Européennes. Il y avait des Australiennes, des Nouveau-Zélandaises aussi, et une Américaine. Il y avait vraiment des filles d'un peu partout, du monde entier. Mais alors que 12, c'est un peu le rapport dans le Vendée Globe. On voit aussi majorité de garçons. Donc voilà. Mais il y a une volonté d'ouverture. Donc c'est ça que tu nous dis. Ouais. De la voile comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Il y a le projet Magenta notamment qui a été formé. C'est une association anglaise qui aide à promouvoir les femmes qui veulent faire de la voile à haut niveau. Et c'est notamment eux qui soutenaient cette semaine d'entraînement. Et ils font des entraînements, ils aident à ils aident à créer des contacts, des liens, emmener les femmes en régate, ce genre de choses. C'est vraiment bien. Donc c'est vrai que moi je fais pas mal de choses avec eux. Je suis notamment suivie. Il y a un projet d'entraide en quelque sorte. Donc chaque jeune qui commence à régater est suivi par une femme un peu plus expérimentée qui l'aide en préparation notamment mentale, ce genre de choses. D'accord. Et moi je participe à ce projet et je trouve ça vraiment bien. C'est une grande opportunité qu'on a. Ben justement, ça allait être une de mes questions, c'est comment parce que tu fais donc vraiment là, on est au niveau de la compétition, hein, donc comment tu arrives déjà parce que tu me parlais tu fais des études de très haut niveau aussi en ce moment. C'est Polytechnique ou l'X? C'est ça. C'est la même chose, ouais. C'est la même chose. Et du coup, comment tu arrives à concilier ce travail qui doit prendre quand même beaucoup d'énergie aussi à Polytechnique et puis cette activité qui a l'air aussi assez intense de voile? Comment tu fais là? Comment tu gères ça? C'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai de la chance d'être très bien entourée. Mes 2 directeurs de thèse là sont vraiment très compréhensifs. Ils m'aident beaucoup, ils me laissent partir quand il faut partir. J'ai régaté presque tout l'été. Et ils m'ont fait vraiment confiance là-dessus. Je leur ai dit que je travaillerais plus en rentrant, et puis c'est ce que je fais. Donc en général, la manière dont j'organise ça, c'est que quand je suis à Paris, je fais des journées de 15 heures. Je travaille énormément. D'accord. Je fais du sport à midi. J'ai rejoint le club d'athlétisme de l'X, donc je m'entraîne avec eux pour rester en forme. Donc je me prépare physiquement comme ça. En plus, je fais du vélo. Donc moi, je suis quand même à 45 minutes en vélo. Donc je fais en plus de ça 1h30 de vélo par jour. Mais j'intègre ça en fait dans mon travail. Donc c'est le transport. Donc au lieu de me faire 45 minutes de transport en commun, je fais juste 45 minutes de vélo à chaque fois. Donc ça m'aide. J'essaie vraiment d'intégrer mon entraînement dans ma journée. Et puis oui, je fais des énormes journées quand je suis sur place. Donc là, mon travail, c'est surtout une thèse expérimentale. Donc je fais toutes mes expériences dans mon laboratoire ici. Et puis quand je dois partir en régate ou en entraînement, j'emmène le tout et j'essaye d'analyser un peu mes résultats dans le train, sur place, quand je peux, quoi. Et puis de rédiger ce qu'il y a à rédiger aussi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Il y a pas mal d'organisations à avoir, mais j'y arrive. Et puis j'ai de la chance qu'on me fasse beaucoup confiance. D'accord. Et alors, si c'est à toi de dire si tu veux en parler, mais est-ce que le sujet de cette thèse a un lien quelconque avec la mer, les bateaux, ou pas du tout? Pas de manière très directe. Donc ma thèse est sur les matériaux 2D. Donc c'est des matériaux qui ont une couche atomique d'épaisseur. Donc c'est le plus fin qu'on puisse faire.
D'accord. Et en fait, j'étudie toutes leurs propriétés assez fondamentales, notamment au niveau de l'optique, pour en faire des différents appareils optoélectroniques, donc comme des photodétecteurs, des LED, des panneaux solaires. Donc effectivement, à long terme, elle pourrait avoir un lien avec la voile, quand on pense aux panneaux solaires, notamment sur les bateaux des skippers. Mais bon, c'est pas très C'est proche. pas vraiment l'objet. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la partie conciliation. Donc énormément d'efforts et d'énergie de ton côté pour arriver à concilier les deux. Bravo. Mais alors, donc physique, j'entends que tu t'es inscrit au club de sport de l'X, tu fais du vélo 1h30 par jour, aller-retour, etc. Et la préparation mentale, comment tu fais? Alors, t'es accompagné, hein, donc tu parlais de cette association anglaise là qui vous aidait. Donc ça se passe comment? T'as un mentor ou enfin, quand je dis préparation mentale, ça pourrait être plus, tu vois, à la veille d'une compétition. Est-ce que comment tu fais? T'arrives à faire le vide parce que j'imagine que ton cerveau est en ébullition permanente avec tout ce que tu fais. Comment t'arrives à te préparer mentalement avant une compétition? C'est vrai que c'est pas évident avec tout ça en arrière-plan, mais ce que j'essaye de faire, c'est vraiment avant une compétition ou quelque chose d'important pour moi, de finir tout ce que j'ai à finir sur un autre sujet, tout ce qui est urgent. Ensuite, de me faire une liste de tout ce qui me reste à faire plus tard et de cacher le papier. Comme ça, au moins, je n'oublierai pas, mais je peux arrêter d'y penser. Et pour les quelques jours de compétition ou autre, le papier est loin de moi, j'y pense pas. Je m'occupe de ce que j'ai à faire. Et puis mais je sais que je n'oublierai pas non plus. Donc comme ça, c'est pas quelque chose qui reste dans mon cerveau, qui m'empêche de dormir. Donc ça, c'est un peu la manière dont j'arrive à séparer les deux. Mais effectivement, la préparation mentale, c'est quelque chose de très important. Et à part cette personne qui me suit, donc on a des séances régulières toutes les quelques semaines. J'ai pas de manière particulière, je me prépare. Donc c'est vraiment, je prends sur moi-même surtout. Puis je fais du sport, j'essaye de penser à autre chose la veille des compétitions, de me relaxer. Est-ce que tu pratiques la méditation, par exemple? Un petit peu, oui. C'est important, je pense, de faire le vide, de se concentrer sur soi, peut-être de faire un peu de yoga, ce genre de choses. Je pense que ça aide beaucoup, ouais. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Mais je sens à ta manière dont tu parles là, je sens que t'es à 100 à l'heure. Alors je sais pas si c'est le stress de la derby ou pas, mais en tout cas, on sent que t'as énormément d'énergie en tout cas. C'est sûr que j'en ai quand même pas mal. Oui, vu tout ce que tu fais, il en faut. Et donc la météo, tu m'as donné un tout petit indice quand tu m'as parlé du lac de Garde tout à l'heure avec Windy. Donc tu prépares ta météo avec ce type d'outils? Oui, en général, oui. Ouais. Pour le mode, en fait, c'est comme si on reste dans la voile légère, c'est plus simple. Il suffit de regarder les conditions locales. Donc il suffit de regarder différents sites. Est-ce que tu as pris un abonnement pour Windy ou est-ce que tu utilises la version gratuite? Pour l'instant, j'utilise la version gratuite, mais je pense que je vais prendre un abonnement pour avoir plus de précision, ouais. Surtout, bon, après, j'imagine que si tu navigues beaucoup dans la baie de Quiberon, c'est relativement fiable parce que c'est quand même bien connu. Mais c'est vrai que moi, j'utilise Weather4D là, donc une application où tu peux faire aussi du routage, t'as les cartes, t'as tout dedans. Mais on voit qu'il y a de telles différences dans les systèmes météo parfois que bon, c'est un peu et bon, il y en a pas un qui est plus vrai que l'autre, tu vois, il y en a pas un qui est toujours exact par rapport à un autre, mais bon, c'est vrai que c'est surtout en Méditerranée, en tout cas, j'ai pu constater des différences entre les différents modèles, mais oui. En fait, dans la baie de Quiberon, c'est assez simple. Comme je connais bien le plan d'eau, en réalité, même Wind-Morbihan me suffit. Donc, juste avoir les relevés actuels, souvent, c'est suffisant pour savoir si on peut sortir ou pas. En fonction de la direction du vent, on sait exactement où il y aura des vagues ou pas. Enfin, comme je connais le plan d'eau, c'est plus simple. Mais c'est quand je pars en régate que là, il faut regarder mieux. Alors là, tu parlais donc ce circuit mode, c'est ça? Donc, une compétition internationale par an, donc l'Italie cette année, et donc un circuit français où vous restez sur Quiberon, vous allez en Méditerranée, en Manche, ou vous restez que sur Quiberon sur le circuit français? En fait, il y a pas mal de régates différentes. Donc sur le circuit français,
en général, ça se joue plutôt en Bretagne, mais à différents endroits. Il y a des régates à La Rochelle, à La Baule, il y a vraiment des choses un peu partout. Donc c'est pas mal de déplacements au niveau de la Bretagne. Il y a aussi des régates en Méditerranée. Donc cette année, ça a été annulé à cause du Covid, mais c'est vrai qu'il y en a. Moi, j'en ai fait une à Cannes. Donc je navigue parfois là-bas aussi parce que mes parents, c'est un peu leur base en France, c'est à Cannes, donc je connais le yacht club pas mal. Donc je suis allée régater avec eux aussi, mais il y en avait un peu partout en France. Des régates, et puis au final à l'international il y en a différentes aussi. Donc là on a eu la Coupe du Monde cette année, c'était un peu la seule malheureusement à cause du Covid, mais sinon il y en a plus, et puis on se déplace plus souvent. Donc il y a les nationaux des différents pays auxquels on peut aller pour s'entraîner, donc notamment le national anglais qui est pas trop loin pour nous de Bretagne, donc il y a pas mal de Français qui vont naviguer là-bas. Le national italien aussi. Cette année, il y a pas mal de Français qui y sont allés parce que c'était au même endroit, c'était aussi au lac de Garde, donc c'était un bon entraînement. Et puis l'année prochaine, comme le mondial ne sera pas en Europe, on aura en plus un Européen. D'accord. Donc ça va être une autre régate internationale. Donc en fait, il se passe quand même pas mal de choses. Le circuit est assez plein. On pourrait avoir des régates régulières. Après, c'est vrai que moi, je m'entraîne à Quiberon parce qu'on a une petite base de Français qui naviguent là-bas, qui s'entraînent ensemble, et il y a du bon niveau et on a l'habitude, mais il y a plusieurs bases. Donc il y a aussi les Français qui s'entraînent à La Rochelle, il y a les Français qui s'entraînent dans le sud, il y a différents endroits où les gens s'entraînent ensemble et puis ensuite se réunissent pour des entraînements de classe ou pour des régates. Et c'est quoi, il y a des régates chaque week-end? C'est comment ça se passe? Cette année, il faut dire que c'était assez particulier. Ouais. Il y en a eu beaucoup moins, mais en général, on en a une fois par mois, je dirais. Ou en pleine saison, peut-être toutes les 2 semaines, même si on voulait. Donc D'accord. il peut y en avoir assez régulièrement, ouais. Donc t'es souvent sur la route, hein, souvent en vadrouille. C'est vrai que ton bateau, tu transportes comment? T'as une remorque, ou ça rentre dans la voiture? Comment ça se passe? C'est comme ça, c'est un tout petit bateau en fait. Ouais. Donc il fait 3,35 m de long, 2,25 m de large, donc vraiment tout petit. Et je le mets sur une remorque ou sur le toit de la voiture. Ah, carrément, ok. Voilà. Et puis il est très léger, hein, ça fait entre 35 et 40 kilos, donc on peut le prendre sous le bras. Ah, ouais, ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi ton record de vitesse? T'as fait les 30 nœuds avec? Moi non, malheureusement pas encore. Pas encore. Moi je monte à 25. Ah, c'est déjà super. Voilà, mais après en fait c'est exponentiel. Donc les derniers nœuds sont très difficiles à atteindre. Ouais. D'accord. Mais bon, je pense que là j'ai un super bateau là, donc j'ai changé en juillet. Donc moi j'ai changé 3 fois de bateau l'année dernière. C'était assez mouvementé. D'accord. Et là j'ai un très très bon bateau. J'ai un Exo 7. Donc j'ai différents modèles. Donc comme je disais un petit peu avant, j'avais d'abord un Blade Rider, puis je suis passée en Mach 2. Maintenant j'ai un Exo 7, donc c'est un des meilleurs bateaux qu'il puisse y avoir. C'est un bateau qui a fini 2e et 7e à la Coupe du Monde. C'est vraiment un très bon bateau celui-là. Alors celui-là, il est quoi? Il est aussi australien? Parce que tu me disais Mach 2. C'est un bateau anglais. C'est une marque anglaise, mais il a été vraiment beaucoup refait par les anciens propriétaires. Donc il y a eu Chris Rashley qui a fait 2e au mondial avec. Puis Benoît Marie qui est arrivé 7e. Et tous les deux, c'est des très bons navigateurs qui ont vraiment bien amélioré les performances de ce bateau. Donc il est hyper bien réglé. D'accord. Et ça me permet de bien améliorer, de beaucoup moins bricoler déjà. Parce qu'il est un bateau qui fonctionne bien. Et puis surtout, ouais, il va vite, quoi. Et c'est vraiment bien ça. Donc je pense que je vais pouvoir en continuant à m'entraîner dessus, je vais pouvoir battre mes records personnels. Très bien. Et quel conseil tu pourrais donner là à ceux qui vont nous écouter, qui aimeraient se lancer justement dans ce type de bateau? Quel conseil tu peux donner à faire ou justement à ne pas faire? C'est quoi tes conseils? Le plus important, je pense, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin. C'est un bateau qui est vraiment très technique et c'est vraiment difficile d'apprendre à naviguer tout seul. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui achètent un mode parce que ça fait vraiment rêver. En fait, c'est des bateaux incroyables, mais qui n'osent pas parce que c'est vrai qu'au début, on passe surtout du temps dans l'eau. On n'est pas beaucoup sur le bateau. On est toujours en train de dessaler à droite, à gauche. C'est difficile. Donc, qui n'osent pas aller en régate, qui n'osent pas rencontrer d'autres personnes qui naviguent mieux et tout. Mais en fait, il faut pas avoir honte parce que tout le monde est passé par là. Donc, même les meilleurs ont passé leur temps à patauger, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment un bateau qui apprend la
la modestie et il faut pas avoir peur. Je pense que c'est le plus important. Donc moi, je suis partie en régate la première fois après avoir navigué 3 fois dessus. Donc disons, c'était pas vraiment une régate. Oui, j'ai essayé de faire le tour des bouées en fait. Mais c'est comme ça que j'ai le plus appris parce que comme je suivais des personnes qui étaient meilleures que moi, je regardais comment ils faisaient et ça a accéléré la progression. Et je pense que sur ces bateaux, encore plus que sur les autres, il faut vraiment oser aller vers les autres. Et on trouve donc des gens. Tu parlais de toi qui est à Quiberon, mais tu me disais qu'il y avait d'autres bases autour en France. Donc il y a un annuaire, peut-être on les trouve sur Internet, etc. Donc oui. On a un site internet, on a aussi une page Facebook. Donc c'est très important de contacter la classe France dès qu'on achète un bateau, parce oui, on essaye de répondre vraiment rapidement. On veut toujours avoir plus de personnes. C'est bien d'agrandir, de faire partager ce sport. Donc d'accord. Écoute, on va mettre des photos, puis on mettra les contacts sur la page là qui va faire la promotion du podcast. D'accord. Ok. Donc, tu as déjà une sacrée expérience voile. Hein. Donc, est-ce que tu as une expérience que tu aimerais partager, celle que tu as préférée? Quelle est ta meilleure expérience en voile jusqu'à maintenant? Et puis, inversement aussi, est-ce que tu en as une qui t'a vraiment le plus déçu? Et voilà, est-ce que tu aimerais partager ces moments-là? Je pense que ma meilleure expérience, c'était ma première régate en mode. Celle à laquelle j'ai participé après seulement 3 jours de navigation. D'accord. Ça aurait pu tourner à la pire, parce que j'étais vraiment une très grande débutante. Mais en réalité, c'était génial. Je suis arrivée, donc c'était aussi en Italie, ça s'appelait la Foiling Week, donc c'est la semaine du foil, avec plein de types de bateaux différents à foil, et notamment une catégorie motte, à laquelle j'ai participé. Et puis, oui, j'étais une débutante totale, je suis arrivée en ne connaissant personne. Et en fait, tout le monde a été hyper sympa avec moi, donc dès que je suis arrivée, il y a Benoît Marie, donc c'est le champion de France, qui est venu me chercher en vélo, qui m'a emmené manger avec l'équipe suisse, m'a présenté à tous les aux Suisses, aux Italiens, aux Allemands, à tout le monde. Et puis toutes ces personnes qui étaient super fortes, en fait, m'ont tout de suite aidée. Donc moi, je savais à peine gréer mon bateau, en fait. Donc le lendemain, quand on a commencé à régater, il y avait les premières manches. Moi, j'étais là en train de j'avais des difficultés pour mettre le mât sur le bateau. Et en réalité, tout le monde est venu, tout le monde était hyper ouvert. Ils m'ont aidé à gréer le bateau, à le porter. On m'a appris plein de choses, on m'en a montré des petits trucs. C'était vraiment génial. Et ensuite, bon, le lac de Garde, c'était aussi au lac de Garde. Donc j'ai pas mal navigué sur le lac de Garde. C'est quand même un plan d'eau magnifique. Donc c'est dans les montagnes, c'est super beau. Donc l'expérience était géniale de tous les côtés en fait. J'ai vraiment adoré l'ambiance, l'endroit. C'était top. Et puis je suis vraiment pas restée seule. J'étais un peu en arrivant en motte, en fait, j'avais peur que comme ces bateaux sont quand même très chers, que la plupart des personnes soient un peu en compétition, enfin que ce soit toujours un peu la course à l'armement, ce qui est en quelque sorte le cas, mais pas tant que ça, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de fonds, qui sont là pour la passion en fait du foil et de la voile et de la vitesse, et puis ils bricolent comme ils peuvent sur le boat park, ils font ce qu'ils peuvent, enfin tout le monde s'aide parce que tout le monde a des problèmes. Donc si t'as besoin d'un tournevis ou d'autres choses, moi je suis arrivée, j'avais aucun outil en plus, je savais pas que le motte en fait c'est le bateau où il faut le plus bricoler, donc j'avais même pas de caisse à outils, donc c'est un peu moqué de moi mais gentiment, et puis on me passait les tournevis, les trucs, enfin c'était vraiment génial, j'ai trouvé. Donc ça m'a vraiment énormément marqué, cet esprit d'entraide et de compétition en même temps. Sur l'eau, on est tous en rivalité, et après, à terre, tout le monde s'aide. Il y a une troisième mi-temps comme au rugby, quoi. C'est génial. Exactement. Mais alors, tu dis il faut énormément bricoler, mais qu'est-ce qu'il faut bricoler alors sur ce type de bateau? Tout. Ce qui se passe, c'est que c'est des bateaux qui sont vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. Donc ils sont les plus légers possibles, les plus rapides possibles. Et donc forcément, c'est tous des protos en fait, parce que même malgré le fait qu'il y ait des marques, chaque bateau a été bricolé pour améliorer ses performances, pour l'optimiser en fonction de la personne qui navigue dessus et tout. Donc c'est des bateaux qui cassent de manière hyper régulière. Donc en général, on dit qu'en motte, on a 4 heures de bricolage pour 1 heure de navigation. Donc il faut vraiment être motivé, effectivement. Ouais. Moi, je déteste bricoler, donc ça, c'était pas une bonne surprise. Mais bon, au final, c'est tellement agréable d'être dessus que on y revient à chaque fois quand même. C'est un peu
le mode, ça peut être le pire comme le meilleur bateau du monde en même temps. C'est assez fou. Donc c'est essentiellement dû à la casse parce que moi je me dis une fois que tu as trouvé le bon setup, est-ce que tu as besoin d'y toucher ou est-ce que c'est justement les conditions de mer, de site qui font que tu es obligé à chaque fois d'adapter ton setup Il y a un peu les deux. Donc déjà il y a de la casse assez régulièrement. Qu'est-ce qui casse par exemple? En fait, il peut y avoir un peu de tout. Donc, c'est vraiment. Donc il y a par exemple le bout dehors, donc c'est la partie qui est devant le bateau. Il y a pas mal de tringleries dedans. Ouais. C'est super mécanique en fait le système de transmission entre le palper, donc ce qui touche les vagues, et le foil, parce qu'en fait ce palper, en fonction de son angle, donc plus le bateau vole haut, plus le palper est déplié, plus proche de 90 degrés, plus le bateau vole bas, forcément plus le palper sera proche de l'eau. Donc à quoi ça sert d'ailleurs? Parce que je le vois sur les images, mais je suis toujours posé la question, à quoi sert ce truc-là? Mais justement, en fait, donc c'est lié, donc l'angle de ce palper est lié au foil principal. D'accord. Et il règle l'angle d'incidence de ce foil. Donc ça marche exactement de la même manière qu'une aile d'avion. Okay. Donc il y a un flap à l'arrière du foil. Okay. Il peut avoir un angle positif ou négatif, donc pour augmenter ou diminuer la portance. Donc quand la baguette est très refermée en vol bas, ça met beaucoup d'angle d'incidence sur le flap, ce qui fait forcément décoller le bateau. Donc ça permet de réguler comme ça à la hauteur de vol. Au contraire, quand on vole très haut, la baguette est à 90 degrés, et à ce moment-là, ça met du retour sur le foil, un angle inversé, et ça permet au bateau de redescendre un petit peu. Donc ça, c'est un peu une régulation automatique de la hauteur de vol, et c'est quelque chose qui peut assez facilement casser, en fait, s'abîmer. Il y a toute la tringlerie dedans qui est très délicate. Voilà, il y a pas mal de problèmes. Et puis il y a les foils qui peuvent être assez fragiles aussi. Dès qu'on tape quelque chose à cette vitesse-là, quoi que ce soit, hein, ça peut être une méduse ou autre chose. Il y a tout qui peut casser vraiment rapidement à cause de la vitesse à laquelle on va. Je parle même pas de la côte. Hein. Voilà. Il peut y avoir, c'est du carbone. Donc dès ça reste pas très bien au choc. Donc dès que tu touches quelque chose, c'est difficile. Ouais, donc, les vagues, c'est pas forcément quelque chose qui aide non plus. Il y a vraiment pas mal de problèmes qu'il peut y avoir. On démate assez régulièrement aussi. Enfin bon. D'accord, ouais, en donc tombant, en fait, on peut passer à travers la voile. Le coût du bateau, c'est aussi le coût des réparations, quoi. Exactement. Donc ça, c'est une chose, c'est toute la casse qu'il peut y avoir. Ouais. Mais après, il y a un autre côté, c'est le côté amélioration du bateau. Donc c'est vrai que c'est comme tu disais, bon, une fois qu'on a trouvé les bons réglages, on peut naviguer comme ça. Mais en réalité, on n'a jamais les bons réglages. D'accord. Déjà, ça change tout le temps en fonction des conditions. Donc on essaie de s'adapter aux conditions précises. Si on est sur un lac, sur la mer, en fonction des vagues, du vent, enfin bon. Donc on a différents foils, différentes manières de régler notre foil, différentes voiles, voilà. Et puis c'est des bateaux qui sont tout le temps en train de s'améliorer. Donc il y a ceux qui payent pour changer de bateau, et puis il y a ceux qui améliorent le bateau qu'ils ont déjà par eux-mêmes, en essayant de le mettre au même niveau que des bateaux bien plus chers. Et puis ça fait partie du jeu en quelque sorte. Je dirais que la personne qui fait du mode, c'est pas seulement un athlète, c'est aussi et surtout un ingénieur, même s'ils n'ont pas un cursus d'ingénieur. C'est impossible de réussir sur ce type de bateau si on n'a pas un certain esprit technique, je pense. Ça fait vraiment partie du jeu. Une bonne connaissance physique, des phénomènes physiques, etc. aussi. Oui, et puis surtout une ouverture d'esprit et la réflexion, quoi. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne et d'essayer d'améliorer le bateau si on veut pas toujours payer pour acheter des nouveaux modèles. Ça veut dire tu penses qu'on n'a pas encore atteint le maximum du potentiel de ce type de bateau. Il y a encore une marge de progression. Oui, il y a une marge. Tous les ans, il y a des nouveaux bateaux qui sont vraiment différents et qui font une grosse différence. Après, on a remarqué là sur les nouveaux bateaux qui sortent qu'ils sont quand même plus difficiles à naviguer. Donc, je pense que l'Exo 7, donc le bateau que j'ai, pour l'instant, il est un tout petit peu moins rapide que le dernier modèle, mais il est beaucoup plus simple à naviguer. Et donc, au final, et puis plus tolérant dans différentes conditions. Donc, au final, ça reste probablement un des meilleurs bateaux pour naviguer. Okay. Quoi. Il casse beaucoup moins aussi. Donc, ça, c'est important. Waouh. Écoute, c'est impressionnant. Merci beaucoup pour tout ça. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton futur, parce que tu as fait une annonce là sur les réseaux sociaux tout récemment avec la Mini Transat 2023.
Alors, raconte-moi un peu ça. C'est une sacrée aventure, ça. Ça, c'est sûr. Pour moi, ça va être un énorme challenge. Je suis Waouh. Ouais. hyper contente de faire ça. Surtout que le projet n'est pas juste une traversée, c'est vraiment un projet hyper général sur 2 ans qui va un peu englober un peu de tout. Bon, il y a tout le côté voile, le côté physique, le côté mental, humain, et puis le côté technique, parce qu'en fait, on va créer un nouveau bateau, on va construire un bateau tout neuf. D'accord. Et ça, pour moi, en tant qu'ingénieur, c'est aussi un énorme challenge et je trouve ça vraiment génial. C'est super. Et comment c'est venu ça? Parce que c'était plutôt voile légère. Là, on passe quand même à un voile. Ça reste du bateau, mais c'est plus de la voile légère là quand même. Comment c'est venu ce cheminement? Quel a été le cheminement pour passer du mode où tu vas rester, hein, j'entends, puisque tu continues la compétition, vers la mini transat? Comment ça s'est passé? Ça fait quand même un moment que je regarde la course au large, mais de loin. Je me disais toujours que j'aimerais un jour faire une traversée, mais c'était très général. C'était vraiment un jour. Et puis en arrivant en France, avec le Vendée Globe l'année dernière et tout, moi, j'ai quand même suivi de très près. Et c'est vrai que c'est quand même hyper inspirant. Et surtout des personnages comme Clarisse qui n'avait jamais fait de voile 4 ans avant de faire le Vendée. J'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, mais en fait, c'est totalement accessible, hein, c'est possible. Ça demande énormément de travail, mais c'est totalement possible. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être un jour, et de nouveau, moi, ça a commencé à me travailler, quoi. Donc, j'y pensais de plus en plus. Et c'est vrai que pour me lancer dans la course au large, c'était sûr pour moi qu'il fallait commencer par un projet mini. C'est un peu considéré comme le baccalauréat. La porte d'entrée, hein, ouais. C'est la porte d'entrée. Donc, j'allais pas me lancer dans autre chose. Donc, j'ai commencé un peu à suivre, à regarder, à m'intéresser. Mais bon, moi, je voulais quand même pas prendre un énorme risque financier qui est quand même important, en fait, sur le circuit mini. La plupart des ministres commencent sans avoir de budget et trouvent les sous au fur et à mesure. Moi, c'est quand même quelque chose qui me fait assez peur, surtout si je voulais continuer le mode, qui est un bateau cher et qui prend énormément de mon argent. Donc, je pensais pas que ce serait possible de le faire ça aussi rapidement. Jusqu'au moment où j'ai rencontré mon sponsor, en fait, donc Nicomatic. C'est une entreprise qui fait des connecteurs pour l'aéronautique. D'accord. Et je les ai rencontrés au mois de juillet. Ils ont décidé tout de suite de me suivre sur mon projet MOT de cette année. On allait ensemble jusqu'à la Coupe du Monde, donc c'est grâce à eux que j'ai notamment acheté mon nouveau bateau. Mais on n'a pas fait ça juste pour le MOT, en fait. J'ai tout de suite discuté avec eux et on s'est mis d'accord qu'en fait, ce qui nous intéressait tous, c'était de faire la mini et qu'on considérait que le projet MOT, c'était une très bonne préparation entre-temps, à cause du côté foil, en fait. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, j'aimerais bien faire la mini, mais j'aimerais bien la faire autrement. Maintenant qu'il y a des bateaux à foil sur le circuit mini, notamment le Pogo Foiler, là, qui vient de remporter la première étape, je trouvais ça dommage de se pénaliser dès le départ avec un bateau qui irait moins vite. Donc, je voulais pas trop faire les choses à moitié. Je me suis dit, bon, le rêve, ce serait quand même de faire ça sur un bateau à foil, surtout que maintenant, je fais du foil. Et donc, l'année de mode, ça me permettrait de découvrir le foil sur un support un peu plus petit, et très technique. Donc, je pense vraiment que le mode, c'est un peu le support de prédilection pour apprendre le foil et savoir. Et c'est ce que tu disais, il y a tous les grands champions qui sont sur cette classe-là aussi, donc exactement. Probablement donc, une des meilleures écoles. C'est exactement ça. Donc on s'est mis d'accord en fait avec Nicomatic qu'on allait faire une année de mode pour que j'apprenne vraiment comment ça fonctionne, quoi. Ce genre de navigation qui est quand même très différente, puis se lancer dans un projet mini. Et à la fin de la Coupe du Monde, donc je suis allée les voir en Haute-Savoie, c'est là où ils sont basés. Et puis on a discuté un peu plus concrètement du projet mini. Et là, ils m'ont dit que eux, ils veulent se lancer en 2023, ce que j'ai trouvé génial. Et que si le Pogo Foiler n'est plus en vente, alors on allait faire notre propre bateau. D'accord. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de voir si je pouvais pas refaire un duplicat du Pogo Foiler, mais c'était pas possible. Donc on s'est dit, bon, bah... Pour quelle raison c'était pas possible? Les droits? Le chantier Pogo est totalement débordé, là. Ils préparent le Rhum. D'accord. Donc pas mal de classe 40 et autre chose. Et du coup, il y a plus de place. C'était trop à la dernière minute. Et donc je me suis dit, bon, bah on va créer notre propre bateau en s'inspirant de ce qui est déjà fait. Alors c'est ceux qui ont rapporté la première étape là, de la Mini Transat, on est d'accord, c'est des protos, ce qu'on appelle les protos. En fait, il y a deux types. Donc sur la Mini, il y a deux catégories. Il y a la catégorie proto et la catégorie série qui se jouent en parallèle. Les protos vont toujours plus vite. Donc en général, celui qui gagne la Mini
en temps, c'est un proto. Mhm. Mais il y a quand même 2 classements. Donc, il y a le classement proto et le classement série. D'accord. En série, il n'y a pas de foiler. Voilà, c'est ce qui me semblait. Hein, Voilà. Donc, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la catégorie proto. Mhm. Je pense aussi que c'est une très très bonne école en fait pour préparer la suite. Donc c'est pour ça que moi si je veux faire la mini c'est en proto. Mhm. Et voilà, donc c'est ce que j'ai dit à Nicomatic, on a décidé ensemble, on a mis le projet on a mis ça sur pied ensemble, puis on a contacté différents architectes, différents chantiers et puis on a commencé le design. Donc là on est en phase de dessin encore. D'accord. Encore pendant quelques semaines on finit le concept avec Sam Manuar. Donc c'est l'architecte naval qui a notamment fait l'Occitane. Il a fait pas mal d'IMOCA. Ouais, c'est super connu ça. Ouais. Okay. Ah oui, wow. C'est un très bon architecte naval. Donc je suis super contente. Je suis vraiment bien entourée. Ouais, génial. Donc lui il dessine le bateau et puis il y a Benoît Marie qui nous aide aussi. Donc c'est le vainqueur de la mini en 2013 qui fait aussi du mot. Donc oui, tu en as parlé là tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc il a pas mal d'idées à apporter et puis tous les 3, on essaie de faire un mini qui ira beaucoup plus vite que ce qui c'est une super équipe, ça. Effectivement, là, t'es bien parti là. Ok. Ouais. Waouh. Et les foils sur les mini là, c'est parce que moi peut-être que tu pourras nous expliquer, mais sur les Figaro 3, les foils ont une forme un peu bizarre. C'est-à-dire qu'ils sortent par les côtés et puis redescendent dans l'eau, alors que traditionnellement, sur les IMOCA, on les voit plutôt sortir du bas vers, voilà, comme des ailes d'avion un peu. C'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce que toi, c'est quoi ton choix? Est-ce qu'il y a un choix arrêté déjà sur ton type de foil? En fait, souvent, les différences dans les foils sont souvent liées aussi à la jauge du bateau. Donc, en fait, chaque classe de bateau a des règles qui limitent en fait ce qu'on peut faire. Donc, en mode, nous, on a très peu des règles en quelque sorte. C'est en gros que la longueur, la largeur du bateau et puis la taille de voile. Mais sur chaque classe de voile, il y a des règles différentes. Et donc, en mini, par exemple, le pogo foiler, il a un foil un peu en T, en quelque sorte, parce que c'est difficile de faire des foils sur les côtés. En fait, ça rentrait pas forcément dans la boîte. Donc, la jauge en mini, c'est qu'il faut pas qu'il fasse plus de 3 mètres de large au départ. Donc, c'est quand même... 3 mètres de large. Foil inclus ou... Tout inclus au niveau du départ. Donc, ça fait pas beaucoup de place. Bien sûr, les foils, on peut les replier et tout, mais quand même, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que c'est un petit challenge au niveau de ingénieur. Nous, on a nos idées, mais bon, je vais pas encore les dévoiler tout de suite. Vous verrez bientôt. C'est un peu à la Hugo Boss où il les fait rentrer. C'est magnifique les foils d'Hugo Boss là. Ouais, c'est vraiment beau, ouais, effectivement. Je vais pas trop en dire tout de suite sur les miens, mais bientôt on en verra plus, je pense. Dans quelques mois là, le bateau serait sur l'eau. Normalement, on a une mise à l'eau en avril. D'accord. Alors ça c'est le but, l'objectif. C'est très très difficile au niveau de temps parce qu'il faut quand même plusieurs mois pour construire un bateau comme ça. Mais si on y arrive, vous allez tous voir les foils au mois d'avril sur l'eau. D'accord. Et du coup, ça prend combien de temps ça? Parce que tu fais le mode, tu fais t'arrives encore à caser ça, donc ça va être bientôt 24 heures là de travail par jour. Ça prend pas mal de temps effectivement. Ouais. Je fais des allers-retours en Bretagne tous les week-ends en ce moment. D'accord. Donc souvent je prends le train le jeudi soir, comme ça j'ai quand même une journée de travail en Bretagne pour voir soit Sam, soit la comptable avec qui je travaille, soit aller à la base. Enfin bon, avoir une journée de travail pour voir quand même des gens qui ne travaillent pas le week-end. Mais et ensuite le week-end j'en profite pour naviguer par exemple, mais c'est vrai que c'est quand même pas évident pour organiser tout ça. Ouais. Avant l'hiver dernier, j'ai navigué sur un lac un peu plus proche, à côté de Paris, comme ça me permettait de naviguer un peu plus souvent. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je préfère naviguer dans des meilleures conditions un peu moins souvent. Donc finalement là, j'ai décidé de laisser le motte là-bas et puis j'ai tout au même endroit maintenant, du coup. D'accord. Un pied à terre là-bas. Le chantier, voilà le motte, tout. Ok. Waouh. Alors donc une belle équipe, un bateau qui sort au mois d'avril 2022 si tout va bien. Oui. Et donc j'imagine que comme toute classe, il va falloir que
tu te qualifies pour la mini transat, c'est ça? Il va y avoir un nombre de miles à faire, des régates ou des trucs comme ça. Ouais, ça fait partie du challenge en fait. De la raison pour laquelle je veux mettre à l'eau au plus vite, c'est parce que il y a quand même beaucoup de milles à faire pour se qualifier. Donc pour faire la mini transat, il faut 1500 milles en course, plus 1000 hors course. Donc avec des courses en double et des courses en solitaire. Mais en fait, c'est pas difficile en soi sur 2 ans. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de bateaux maintenant. Il y a beaucoup de projets mini. Donc, c'est pas forcément évident d'avoir une place sur toutes les courses. Donc, c'est aussi ça le problème. C'est que je pourrais pas forcément faire toutes les régates que j'aurais aimé faire. Donc, il faut se donner la possibilité d'en avoir le plus possible. Et puis, une régate hyper importante pour moi, c'est les sables, les Açores, les sables, qui se fait en août 2022, donc 1 an avant la Transat, pour laquelle il faut être déjà qualifié avec au moins 800 000 en course. Donc en réalité, entre avril et août, il n'y a pas beaucoup de temps pour régater. Donc j'aimerais vraiment faire cette régate. Je pense que c'est une très bonne préparation. Tout le monde, j'en ai vraiment entendu parler. Et donc là, il y a pas mal de pression au niveau temps. Mais alors, là tu es en train de devenir professionnel en gros, ou une fois que tu auras fini tes études là, est-ce que tu vas te consacrer pleinement à ça? Comment ça se passe pour un tel projet? Est-ce qu'il faut y être à 100% ou est-ce qu'on peut travailler à côté? Je pense que la mini, c'est assez spécial parce que comme c'est un peu la porte d'entrée aux courses larges, il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent en même temps, qui sont pas professionnels à temps plein. Donc, soit qui travaillent ou qui font des études ou autre. Donc, moi, je suis un peu dans ce cas de figure-là. Et pour les 2 années qui viennent, j'ai encore ma thèse à finir. D'accord. Je finis à peu près ma thèse en même temps que la Transat. Mais après ça, j'aimerais bien prendre quelques années au moins pour continuer dans la voile, donc pour lancer plusieurs projets sportifs et puis revenir à l'ingénierie plus tard, quoi. C'est un peu le but. J'aimerais bien faire comme ça, mais donc, tout va dépendre de comment se passe la mini aussi, hein, bien sûr. Parce que c'est, comme tu disais, c'est la porte d'entrée du Vendée Globe, la classe IMOCA, etc. Donc, c'est un projet qui te trotte dans la tête. Je pense que c'est un peu le rêve de tous ceux qui font de la course large. Hein. Mais bon, il faut pas griller les étapes, je dirais. Donc, c'est vrai que ça fait rêver, mais il faut prendre les choses une par une. Donc, faire la mini, puis faire soit du Figaro, soit du classe 40. Ensuite, se lancer en IMOCA. Mon sentiment, c'est que tu fais tout dans l'ordre. De la classe mode avec la découverte des foils et tout, la mini, et puis la suite logique, effectivement, comme Clarisse, ce serait cette classe IMOCA avec le Vendée, quoi. Voilà, ça semble être bon. J'essaye, je fais de mon mieux. On verra comment ça se passe. Mais... c'est incroyable le succès du Vendée Globe en ce moment. C'est déjà la dernière édition a été remarquable en tout point, avec toute la couverture médiatique qu'il y a pu y avoir. Et puis là ça bouge. Là, t'as vu la news avec Alan Roura qui reprend le Hugo Boss. Enfin, il y a énormément de choses qui bougent là et puis plus en plus de femmes aussi, ce qui est une super nouvelle aussi. Ouais. Donc c'est Clarisse qui va repartir avec un foiler. Mais est-ce qu'elle a annoncé le bateau qu'elle allait reprendre? Pas de manière officielle encore, non. C'est peut-être Hugo Boss, puis finalement Alan a piqué le bateau. Je pense qu'on en saura bien. On en saura plus bientôt. Mais c'est vrai que je trouve ça fou parce que il y a énormément d'IMOCA en construction en ce moment-là. Avec le succès du Vendée Globe, là, il y a quand même les gens sont quand même mis à investir. Puis c'est des énormes budgets. C'est des énormes budgets. C'est 4 millions, non, pour une saison, 1 million par an, un truc comme ça, je crois que j'avais lu. Ouais. Et bien, un IMOCA neuf, c'est plusieurs millions, je crois. C'est vraiment cher. Écoute, il faut que tu cartonnes tout pour la mini transat pour qu'ils te suivent sur. Parce que j'imagine quand même que les retombées sont aussi assez intéressantes vu la couverture de la classe IMOCA désormais on en entend parler un peu partout maintenant. Je pense que ça doit être des belles retombées pour un sponsor aussi. Ouais, je pense, ouais. C'est quand même très médiatisé. Ok. Bon, c'est un super projet, ça. Donc, t'as quand même un plan de backup si jamais
ton bateau était pas prêt en avril, tu vas quand même pouvoir essayer de trouver au chausse-pied comment participer à la Mini Transat 2023, parce que c'est quand même pas mal de risques, ça, non, de se dire on va y arriver pour avril 2022. Vous avez déjà pris une marge avec cette date-là? Non, on n'a pas beaucoup de marge. C'est sûr que c'est un peu limite. Mais bon, après, la Transat, en fait, elle est qu'en 2023, donc il y a encore le temps. C'est plutôt pour faire les Açores que il y a moins de temps. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif pour toi. Là, mais pour moi, c'est quand même très important d'y participer parce que j'aimerais pas faire les choses à moitié. J'aimerais pas avoir qu'une année de préparation sur 2. Alors, donc voilà. Donc, j'essaie quand même d'être sur l'eau en avril. C'est l'objectif. Mais bon, si ça doit vraiment se décaler, ça se décalera, quoi. Et t'as déjà trouvé parce que tu parlais de navigation en duo. Est-ce que tu sais déjà qui va naviguer avec toi? Ouais, je pense que je vais naviguer avec Benoît Marie. Ah. Voilà, donc j'aurai un bon entraîneur. Alors, je t'avais posé la question par mail avant l'interview sur la partie un peu développement durable. Donc là, dans la conception de ton bateau, tu me disais que ça allait peut-être un peu compliqué, mais c'est quoi ta vision, toi, de la voile de demain, un peu plus green, quoi, on va dire? Comment tu vois les choses, toi, de ton côté? C'est vrai que c'est très important d'essayer d'intégrer le côté développement durable à la voile, parce que ça part d'un beau projet d'arrêter le moteur, de faire plus de voiles, mais c'est vrai que durant la construction d'un bateau, on pollue énormément. Ouais. C'est surtout les matériaux, la première source d'émissions de carbone, c'est vraiment, ça vient des matériaux qu'on utilise. Donc tous les bateaux neufs, en fait, ne sont pas écologiques, quoi. C'est ça le problème principal. Donc c'est pour ça que nous, il n'y a pas vraiment de solution tout de suite, donc c'est pas évident. Mais lors de la conception de mon bateau, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tester différents systèmes et différentes idées sur le petit bateau de Benoît Marie, notamment le Vini Lab, qui est un mini version 1.5 et qui a été totalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, donc notamment des chutes de carbone d'aviation, des mâts réutilisés, des voiles réutilisées d'autres classes. Donc c'est vraiment un bateau écologique. Et puis potentiellement ça pourrait peut-être être le bateau de demain, quoi. Donc nous, pour l'instant, on fait que tester là-dessus, mais bon, c'est déjà un pas vers essayer de faire des bateaux un peu qui polluent un peu moins. Et donc c'est vrai que basé d'abord sur le recyclage, donc on recycle tout ce qu'on peut. Exactement. Après, il y a Roland Jourdain qui travaille énormément dessus. Là, il vient de sortir un catamaran en fibre de lin, par exemple. Il y a énormément d'idées. Et je pense que c'est important d'essayer de parler, de communiquer entre marins, entre architectes et chantiers pour essayer de faire des bateaux qui polluent moins, quoi, à la fabrication. D'accord. Bon, ça c'est un des gros challenges, je pense, dans le monde de la voile. Oui, on en entend de plus en plus parler. C'est pour ça que je te posais la question, de savoir si toi, c'est quelque chose que tu pouvais intégrer. Bon, j'entends que tu as un timing très très short, donc ça va être compliqué de faire des expériences. Mais bon, ok, d'accord, c'est quelque chose. C'est ça le problème, c'est une question de temps. Après, c'est vrai que pour un projet futur, là, si j'allais à reconstruire un bateau plus tard, je sais pas, un classe 40 ou autre chose, avec plus d'années, je pense qu'il y aurait plus de possibilités et c'est quelque chose que je trouve très important. Et si c'est qu'une question de prix, je pense que c'est important de payer un peu plus pour avoir un bateau plus écologique, quoi. La planète, on en a qu'une et je pense qu'il faut que tout le monde essaye de faire de son mieux pour améliorer ça. Ok. Super. Alors oui, j'avais marqué une question sur est-ce que par rapport à ton expérience actuelle et l'accès à la Mini Transat, tu dois faire des formations? Est-ce que tu dois faire des cours en sécurité ou des choses comme ça que tu n'as pas nécessairement là, puisque tu fais beaucoup de la banane ou tu fais beaucoup de du côtier aujourd'hui. Donc j'imagine pour faire du offshore, il va falloir peut-être faire plus de sécurité, non, des choses comme ça, de météo, bien sûr. Oui, il y a pas mal de choses à faire. Donc il y a surtout le stage de survie de World Sailing. Donc c'est un stage de survie en mer de 3 jours, donc c'est pas très long, mais c'est quelque chose d'important à faire. On a pas mal de tests médicaux, des échographies, des tests d'effort, différentes choses.
Et il y a le certificat restreint de radiotélégraphiste à faire aussi. Il y a différentes choses, il y a différents stages que je vais devoir faire, mais là, du coup, le but, c'est d'essayer de les faire cet hiver, pendant que le bateau est en construction. D'accord. Comme ça, dès qu'il sort, je vais essayer de naviguer le plus possible. Donc, j'ai déjà prévu, j'ai déjà commencé à m'inscrire pour les différentes formations. Et puis, j'ai aussi débuté mes formations météo. Donc ça, c'est important. Okay. Puis j'ai acheté des livres pour apprendre. Donc j'essaie d'utiliser l'hiver et le fait que j'ai pas mon bateau encore pour faire ce qu'il y a à faire et puis me former sur tout le côté théorique aussi. Est-ce qu'il y a l'utilisation du sextant? Enfin, est-ce que ça c'est quelque chose qui est requis ou maintenant ils considèrent qu'avec toute l'électronique, non, c'est pas requis. Ouais, maintenant on n'a plus besoin avec l'électronique. J'ai fait une journée au sextant, j'ai déjà tout oublié et c'était ultra compliqué. J'imagine. J'ai trouvé. Mais voilà, ok, d'accord. Ça doit être intéressant, hein, mais ça compliquerait encore. Ouais. Ok, donc est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ton futur? Est-ce que tu souhaites faire passer un message, un appel? J'ai l'impression que tu as déjà trouvé la bonne équipe, le bon sponsor, mais je sais pas si tu as un message. C'est vrai que j'ai trouvé une super équipe, un super sponsor. Après, j'ai pas finalisé mes frais de fonctionnement, donc s'il y a d'autres entreprises qui aimeraient se joindre à l'aventure, ce serait génial. Donc ouais, je les invite à prendre contact et à nous rejoindre parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Bah déjà, c'est ton avantage qui est gigantesque, c'est que tu as déjà un gros sponsor derrière et puis tu as tout un projet qui est déjà en marche. Donc le sponsor, il devrait pas avoir peur d'investir parce qu'il y a déjà quelque chose derrière qui est lancé, quoi. Exactement. J'ai déjà le bateau et ce sera un très bon bateau, je pense. Donc c'est un projet qui est vraiment avancé, je dirais. Maintenant, plus qu'à trouver les derniers fonds de fonctionnement, quoi. Mais donc tu as des ambitions claires parce que par exemple Clarisse, je pense que sa première mini, elle termine deuxième. Est-ce que t'as ce type d'ambition ou pour l'instant c'est juste la participation, de faire la meilleure place possible sans fixer un objectif précis? C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez compétitif. Ouais. Je n'arriverai pas à participer à une compétition sans essayer de la gagner. Bien sûr, il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et je respecte totalement ça, donc je ne serais pas déçue d'avoir perdu. Mais j'aimerais quand même bien être la première femme à remporter la Mini Transat, et c'est l'objectif. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixlies2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.